Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 18 janvier, deuxième dimanche après l'Épiphanie. 3 séquences, tout d'abord à l'occasion de la béatification qui a eu lieu le 13 décembre dernier en la cathédrale Notre-Dame de Paris, de 50 requis du STO. Nous accueillerons Constantin de Vergennes, donc journaliste à France Catholique, qui a consacré un dossier à cet événement. Ensuite, nous accueillerons Michel Valadier, directeur général de la Fondation pour l'école, à propos des inspections qui ont lieu dans les écoles et qui ont suscité l'ire du secrétaire général de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost, tout récemment. Et puis enfin, ayant profité de ces vacances hivernales pour lire un petit peu plus que de coutume, je vous présenterai 2 livres, indicatifs Ozymandias de Saint-Calbre et Laraudière, Égypte 1942 aux éditions Via Romana, et ensuite les 2 Occidents de Mathieu Bock-Côté aux Presses de la Cité. Bienvenue Constantin de Vergennes, vous êtes donc journaliste à France Catholique et a eu lieu le 13 décembre dernier la béatification de 50 martyrs du STO à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors pouvez-vous d'abord nous rappeler le contexte historique de ces béatifications, qui sont ces braves gens et qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors il faut remonter 80 ans en arrière, effectivement revenir à l'époque de ce qu'on appelle le STO, c'est-à-dire le service de travail obligatoire, qui était une politique mise en place par l'Allemagne nazie pour réquisitionner les forces vives de la France, en l'occurrence, les hommes français qui étaient envoyés dans les usines du Reich pour faire tourner, pour contribuer à l'effort de guerre. Donc ça, c'est la période historique. Et effectivement, ces 50 martyrs dont vous venez de parler, ce sont 50 hommes, plutôt des jeunes, qui ont été réquisitionnés à l'époque du STO. Alors il y a des prêtres, des laïcs, des scouts. Il y a un détail spécifique peut-être qu'il faut relever, c'est que ces 50 martyrs, on va sans doute y revenir, n'étaient pas des résistants armés, mais on va dire des résistants spirituels. Et c'est lorsqu'ils ont été envoyés en Allemagne, c'est une fois sur place, eh bien qu'ils se sont qui ont fini par se faire attraper parce qu'ils ont cherché à développer une vie chrétienne. Et c'est ce qui a conduit à leur mort. Alors, ces 700 000 travailleurs, puisque c'est le chiffre qui est estimé, les requis, les volontaires, le STO, viennent rejoindre 1 600 000 prisonniers français. Pour l'immense majorité, ce sont des hommes. Que met en place l'Église de France pour accompagner ces plus de 2 millions de jeunes en Allemagne ? Alors, l'Église de France va mettre en place une mission qu'elle appelle la mission Saint-Paul. Alors, pourquoi mission Saint-Paul? Parce que Saint-Paul lui-même a été prisonnier et que même prisonnier, il continuait à évangéliser. En fait, il faut réaliser que il y a deux figures en fait qui ont vraiment coordonné cette mission Saint-Paul. Il y a d'abord le cardinal Suard qui était cardinal et archevêque de Paris, et l'abbé Jean Rodin qui était un ancien aumônier de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et ce sont 2 prélats qui avaient une très forte conscience de la nécessité notamment d'évangéliser le milieu ouvrier. Et ils se posaient la question en disant, voilà, mais que va-t-on faire de tous ces jeunes Français qui partent dans les usines allemandes? Comment est-ce qu'on va faire pour maintenir une présence spirituelle, une présence d'évangélisation? Et ils vont donc un peu repérer tous ces... qui parmi les jeunes qui partent au STO, qui parmi eux pourront assurer cette mission d'évangélisation et de présence chrétienne. Et donc, dans le cadre de cette mission Saint-Paul, ils vont repérer ces personnes, et donc, parmi elles, bien sûr, ces 50 martyrs. Il faut vraiment avoir en tête que la raison pour laquelle cette mission d'évangélisation dans le cadre du STO est compliquée, même compliquée, c'est vraiment un euphémisme, c'est que les Allemands ont conscience que là où la présence chrétienne, la présence catholique
s'enracinent, eh bien, les âmes deviennent davantage imperméables au national-socialisme. Les Allemands ont pleinement conscience que depuis les débuts, depuis l'élection d'Hitler en 1933, les régions, par exemple en Allemagne, les régions les plus catholiques sont celles qui sont les moins national-socialistes. Et dès lors, ce qui va se passer dans le cadre du STO en Allemagne, c'est que les Allemands vont constater qu'il y a finalement des agents catholiques pour eux qui font ce travail d'évangélisation. Et bien sûr, pour eux, c'est insupportable. Et tout le réseau de surveillance, de renseignement allemand, notamment via la Gestapo, eh bien, va repérer ces éléments anti-allemands, puisque catholiques, et ils vont donc être dénoncés et pour la plupart déportés. Lors de cette cérémonie de béatification, 4 personnes ont été particulièrement mises en avant. Quelles sont-elles et que représentent-elles? Pourquoi est-ce que c'est elles qui ont été choisies? Alors effectivement, 4 personnes mises en avant. Alors ça ne veut pas dire, il faut lever l'ambiguïté, ça ne veut pas dire qu'elles sont davantage bienheureuses que les autres. Non, mais c'est une question qu'on peut effectivement se poser parce que c'est dans la lettre apostolique de Léon XIV, il y a ces 4 personnes qui sont mises en avant. Il y a d'abord le père Raymond Cailleret, qui est prêtre diocésain, qui va mourir en déportation à Buchenwald après être rentré en contact avec les réseaux clandestins de l'Action catholique dans le cadre du STO. Il y a également le frère Gérard Sandrier, qui était à la fois franciscain, scout routier et étudiant, qui va évangéliser ses jeunes camarades et qui lui aussi va être déporté à Buchenwald. On peut citer également le 3e qui est Roger Vallée, qui est un séminariste, et Jean Mestre, qui était un jeune travailleur, qui était un tourneur fraiseur et qui lui était laïque et qui lui aussi va être déporté. La raison pour laquelle sans doute l'Église a mis en avant ces 4 personnes, c'est parce qu'il y a 4 profils très différents, puisqu'il y a voilà, un prêtre, un séminariste, un religieux scout qui n'était donc pas prêtre, et un laïc, ce qui montre bien que parmi ces 50 bienheureux, eh bien, il y avait toute le spectre, presque la gamme, on va dire, de la vie catholique, la vie consacrée, et puis les laïcs qui sont représentés et qui ont tous été donc béatifiés en tant que martyrs en haine de la foi. Alors, comment s'est déroulée cette cérémonie de béatification? Alors déjà, ça a été grandiose parce que bon, le cadre était magnifique puisque c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis surtout parce qu'il y avait beaucoup d'évêques. Il y avait une quarantaine d'évêques français. Il y avait 2 évêques allemands qui étaient également présents. Il y avait environ 150 prêtres. Il y avait 30 séminaristes. Il y avait une assemblée qui était très riche puisqu'il y avait des représentants des scouts, de la jeunesse ouvrière chrétienne. Il y avait également beaucoup de membres des familles de tous ces déportés. La cérémonie s'est déroulée comme toutes les cérémonies de béatification. Il y a un ordre, un déroulé qui est très précis. D'abord la lecture de la cause par le postulateur qui est le père Bernard Ardura, qui est un prémontré. Une lecture également de la lettre apostolique, alors en latin et en français, et ça en français c'est le chancelier du diocèse qui s'en est chargé, et puis, moment très émouvant, la procession des reliques. Alors, un cas un peu particulier, il y avait très peu de reliques. Il y a certes 50 béatifiés, mais ce n'ont été que les reliques du père Maurice Rondeau qui ont été portées en procession pour une raison pratique, je vais dire assez glaçante, c'est qu'il n'y avait pas d'autres restes, pas d'autres reliques des autres bienheureux, puisque pour beaucoup, eh bien, ils ont fini, ils sont morts en camp, et donc ils ont été mis dans les fours crématoires des camps, donc il n'y avait matériellement plus de restes. Donc c'est les reliques du père Rondeau qui ont servi en fait de reliques, on va dire un peu générales. Et puis bien sûr, après cette procession des reliques, il y a eu la messe qui a été célébrée par tous ces prélats qui étaient vêtus bien sûr tout de rouge, puisque le rouge c'est la couleur des martyrs, du sang versé des martyrs. Alors quelles leçons peut-on tirer de ces événements pour aujourd'hui ? Alors, effectivement, on s'est posé la question parce que ce n'est pas un événement qui a eu lieu, voilà, il y a à la fin, au milieu des années 40 et qui n'aurait plus d'enseignement pour aujourd'hui. Nous avons donc dans France catholique interviewé l'abbé Amar, qui a notamment scénarisé une bande dessinée sur l'abbé Pierre de Porcaro, qui est un des
un des béatifiés. Alors, le père Amar rappelle qu'il y a certes une résistance armée face au totalitarisme, mais qu'il y a aussi une résistance spirituelle qu'ont incarné ces 50 béatifiés. Et puis, voilà, fondamentalement, il rappelle que ces 50 bienheureux sont pour aujourd'hui un exemple pour tous les fidèles, parce que c'est un exemple de charité par le zèle apostolique qu'ils ont déployé. Le père Amar explique que la plupart de ces 50 béatifiés, lorsqu'ils partent pour le STO en Allemagne, ils savent qu'ils prennent un aller simple vers l'Allemagne, parce qu'ils savent très bien que leur mission de maintenir cette présence chrétienne et d'évangéliser est une mission extrêmement difficile et que c'est leur vie qui est en jeu. Et puis peut-être un autre enseignement qui peut être utile pour aujourd'hui, c'est que les sacrements n'étaient pas quelque chose de négociable, notamment pour les prêtres et les religieux qui ont été béatifiés. Et en cela, on peut recouper l'expérience des bienheureux martyrs du STO avec tous les prêtres qui étaient dans les différents camps en Allemagne. Il n'était pas question d'aller évangéliser ou même d'être prisonnier, de mettre de côté la messe, la confession. Voilà, il fallait coûte que coûte maintenir la vie sacramentelle, puisque la résistance spirituelle au totalitarisme passait notamment par la vie sacramentelle. Et ça, c'est, nous semble-t-il, chez France Catholique, un élément à mettre en avant, en tout cas dans la vie de ces bienheureux. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces explications. Donc, en complément de ces développements, je vous conseille un livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt sur le sujet, La liturgie dans les camps, célébrer la messe à Auschwitz, de Yves Chiron. J'espère que nous aurons l'occasion d'accueillir Yves Chiron dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Michel Valadier. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Vous êtes donc directeur général de la Fondation pour l'école et nous sommes honorés de vous accueillir. C'est avec plaisir. À propos des déclarations faites par Guillaume Prévost, donc, qui est le secrétaire général de l'enseignement catholique, le 2 décembre dernier, reçu par la Commission des affaires culturelles et de l'enseignement de l'Assemblée nationale, il a parlé des abus d'autorité commis par les inspecteurs d'académie dans les inspections auprès des écoles. Alors d'abord, quel est le cadre juridique de ces inspections ? Alors, depuis toujours, depuis que l'État a proposé des contrats aux écoles, il s'est arrogé le droit de venir inspecter sur notamment l'usage des fonds et lorsqu'il y avait des plaintes, s'assurer que la morale, la sécurité des élèves était assurée. Mais dans les faits, les inspections étaient déclenchées jusqu'à ces dernières années uniquement lorsqu'il y avait une difficulté ou un problème particulier. La réglementation s'est durcie à la fin des années 2010 par deux lois. La loi Gattel en 2018 qui visait en particulier les écoles hors contrat qui se sont développées ces dernières décennies, comme le savent les téléspectateurs, mais qui s'adressait également aux écoles sous contrat et qui prévoyait des inspections un peu plus poussées et notamment, par exemple, la possibilité d'interroger les élèves. Et une autre loi est venue durcir le dispositif en 2021, la loi dite séparatisme, qui a pour but de lutter contre l'entrisme islamiste dans les écoles. C'est la raison invoquée, alors que dans les faits, en France, il y a moins de 70 écoles musulmanes, en comptant les écoles sous contrat, il y en a 11, et les écoles hors contrat, il y en a 58. Donc ces deux lois sont venues durcir les inspections, notamment dans les écoles hors contrat. Les pratiques qu'a dénoncé Guillaume Prévost au mois de décembre sont des pratiques auxquelles les directeurs des écoles hors contrat sont très habitués depuis une quinzaine d'années. La nouveauté vient de l'affaire Betaram, le scandale de cette institution où un certain nombre d'éducateurs et un ou deux prêtres se sont très mal comportés à l'égard des enfants, a entraîné évidemment une vague d'indignation et les ministres de ces derniers mois, je parle des ministres de ces derniers mois puisqu'il y a eu 3 ministres en un an, ont décidé de diligenter des enquêtes, des inspections systématiques dans la plupart des établissements sous contrat. Il y en a 7500 en France. Le ministre s'est engagé à ce que 1000 écoles soient inspectées avant le 31 décembre 2025.
Ils sont presque arrivés à ce chiffre. Donc voilà pour ce qui est du cadre légal. Alors, quels sont les inspecteurs? Qui sont-ils? Les inspecteurs, au départ, étaient exclusivement des professeurs. Donc des enseignants qui passent les concours de l'inspection et qui deviennent donc inspecteurs à leur tour. Il faut savoir qu'au départ, les inspecteurs sont formés pour inspecter leurs collègues. Dans les écoles publiques et les écoles sous contrat, un professeur qui veut prendre un coefficient, qui veut une promotion, ou qui est un jeune professeur, est inspecté par un professeur qui se met au fond de la classe et qui observe ce qu'il se passe, produit un rapport, et ce qui se traduit par une promotion ou non. Les inspections dont nous parlons là n'ont rien à voir avec l'inspection des professeurs. Il s'agit d'inspecter les écoles. Et donc, très rapidement, le gouvernement s'est trouvé confronté à un manque de personnel. Par ailleurs, la loi Gatel permet, par exemple, de contrôler les finances. Et donc, pour cela, le ministère a fait appel à des financiers qui inspectent, qui contrôlent les comptes. La loi Gatel la loi séparatisme de 2021, par exemple, voulait mettre à jour les sources de financement des écoles privées, et notamment des écoles privées hors contrat, en essayant de repérer un éventuel financement provenant de l'argent du Qatar, proviennent de l'étranger, exactement. Et donc aujourd'hui, vous avez des financiers. Et puis, depuis 2021, les inspections se sont renforcées, les équipes se sont renforcées. Vous avez des personnes qui sont spécialisées dans la sécurité. Alors qu'il faut savoir que ces établissements recevant du public sont la plupart du temps inspectés tous les 4 ans. Par une commission de sécurité qui fonctionne depuis des lustres et qui inspecte les bâtiments. Et donc vous vous retrouvez aujourd'hui avec une dizaine d'inspecteurs parfois pour des petites écoles de 100 élèves qui... L'un va regarder les cours, l'autre va vérifier les clôtures, l'autre va vérifier les comptes. Et donc certaines de ces inspections correspondent à de véritables perquisitions. Et c'est ça qui a traumatisé beaucoup de chefs d'établissement de l'enseignement privé sous contrat, parce qu'ils n'étaient absolument pas habitués à ce genre d'intrusion. Alors justement, Guillaume Prévost, dans sa conférence, il parle, je le cite, de graves abus d'autorité, et il parle d'inspecteurs cow-boys. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui se passe dans ces cas-là, vous imaginez une école avec 7 classes, vous voyez arriver 10 personnes, 10 inspecteurs qui disent « Voilà, nous venons inspecter votre établissement, nous voulons voir les emplois du temps, nous voulons visiter les locaux, nous voulons voir les réserves, nous voulons voir les comptes, nous voulons voir les dossiers administratifs. » Et donc, tout cela est remué, soulevé, pour essayer de trouver des dysfonctionnements, pour essayer de mettre en avant, dans un rapport, des points de faiblesse. La moitié des inspections se passent bien, il faut le dire. La moitié des inspections se passent bien, les inspecteurs sont respectueux. Et puis, pour une moitié, ces inspections se passent mal. Les textes prévoient, par exemple, la loi Gatel prévoit que les inspecteurs puissent avoir un entretien avec les élèves. Certains inspecteurs exigent de voir les élèves en particulier, sans la présence d'un tiers, ce qui est interdit. Lorsque le chef d'établissement s'oppose à cela, il se voit répondre qu'il exerce une entrave à la bonne inspection et qu'il référera au préfet qui pourra prendre une décision. Décision pour une école hors contrat de fermeture de l'établissement ou décision pour une école sous contrat de mise en garde qui pourrait déboucher sur le retrait du contrat. Oui, la rupture de contrat. Autre exemple de comportement de cow-boy, les inspecteurs entrent dans les classes pendant que le professeur fait cours, s'assoient à côté d'un élève chacun et vont fouiller dans le cartable de l'élève. Ce qui, là aussi, ne se fait pas. En demandant tout de même à l'élève, est-ce que je peux regarder dans ton cartable? Et quand l'inspecteur pose la question, la main est déjà dans le cartable et s'intéresse non pas tellement au manuel, parce qu'il suffit de demander la liste des manuels au directeur, s'intéresse au cahier de texte pour voir si dans le cahier de texte, il n'y aurait pas des inscriptions, des autocollants qui laisseraient à penser que les élèves ne sont pas mis en garde contre tel ou tel courant de pensée. Lors des entretiens individuels avec les élèves, lorsque les inspecteurs se retrouvent seuls, les élèves sont interrogés sur ce qu'il se passe à l'école, mais aussi sur ce qu'il se passe à la maison. Et j'ai sous les yeux un verbatim d'élèves qui, après avoir été interrogés par des inspecteurs, se sont vus demander par leur directeur « Écrivez les questions que l'on vous a posées ». Alors, dites-nous. Alors, les questions, c'est « Parlez-vous de sexualité à la maison? En parlez-vous souvent? Est-ce que vous regardez la télévision chez vous? Est-ce que vous avez accès à Internet?
est-ce que toute une série de questions qui n'ont rien à voir avec l'école. Dans d'autres établissements, je pense à un internat, par exemple, de jeunes filles. Si certaines jeunes filles sont en couple, est-ce que cela pose un problème au directeur ? Donc des questions qui sont évidemment déstabilisantes, qui n'ont pas de rapport avec la mission de l'inspection. Les inspections sont là pour vérifier que l'école fonctionne normalement, qu'un certain nombre de fondamentaux qui sont résumés dans ce qu'on appelle le socle commun des connaissances et des compétences est respecté. Alors, suite à tout ça, réaction des écoles et du ministère. Alors, évidemment, lorsque les écoles hors contrat protestaient, et la Fondation pour l'école est intervenue à plusieurs reprises, je me suis moi-même rendu plusieurs fois au ministère, j'ai écrit plusieurs fois à M. Geffray, alors qu'il était directeur général de l'enseignement scolaire, qui répondait que les inspecteurs avaient des consignes, des instructions, et que certaines pratiques n'étaient pas recommandées par le ministère. La fameuse pratique de l'entretien individuel, par exemple. Lorsque nous avons remonté récemment un comportement déviant d'inspecteur dans une école hors contrat, je précise, un inspecteur a été trouvé dans la salle des professeurs en train de fouiller dans les casiers des professeurs. Suite à cette protestation, l'actuel directeur général de l'enseignement scolaire, Mme Caroline Pascal, a mis en avant le fait que des formations spécifiques allaient être mises en place. Mais ça, c'était il y a 7 mois. Depuis 7 mois, 850 inspections ont eu lieu. Et donc, des centaines d'inspecteurs ont déboulé dans les établissements scolaires. Et je ne peux pas croire que ces inspecteurs aient tous été formés convenablement. La seule réaction positive de l'intervention dans les écoles catholiques notamment, et que là, le scandale est monté d'un cran. On est passé de l'inspection de 2000 écoles hors contrat à 7500, seules 1000 écoles ont été inspectées, mais le scandale est tel que le ministre, effectivement, M. Geffray, est intervenu en disant que certaines pratiques ne devaient pas se reproduire, et notamment s'intéresser à la vie religieuse, à la vie spirituelle et aux croyances, notamment aux croyances des élèves. Donc, je considère que finalement, ces abus-là ont porté beaucoup plus que lorsqu'ils étaient signalés simplement par les directeurs des écoles hors contrat ou même par la Fondation pour l'école. Comme là, on parle de plus de 1000 établissements et qu'il s'agit évidemment de comportements qui sont inacceptables et qui ne correspondent absolument en rien, ni à l'esprit, ni à la lettre de ces deux lois. Eh bien, je constate que depuis début décembre, les quelques inspections qui ont eu lieu se sont toutes bien passées. Très bien. Un mot de conclusion ? Oui, un mot de conclusion. Nous organisons, la Fondation pour l'école organise le 31 janvier prochain une formation justement sur sécurité et inspection académique. Donc si vous connaissez des chefs d'établissement, des directeurs qui sont intéressés pour connaître leurs droits, savoir ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, ce qu'ils peuvent accepter ou ce qu'ils peuvent refuser, eh bien je vous invite à vous rendre sur le site de la Fondation pour l'école, où vous trouverez toutes les informations sur cette formation qui a lieu un samedi, le 31 janvier, à Paris, toute la journée. Merci beaucoup, Michel. Merci, Jean-Pierre Mojean. Au retour de la période de vacances liée à Noël et aux fêtes de fin d'année, je me propose de vous présenter 2 ouvrages que j'ai lus à l'occasion de cette période un petit peu moins chargée. Tout d'abord, plutôt pour les grands adolescents, mais aussi pour les adultes, Indicatif Ozymandias, Égypte 1942. Nous retrouvons dans cet ouvrage les 2 mêmes héros que dans les 2 ouvrages précédents, Opération Asgard, Écosse 1940 et Réseau Socrate, France 1941. Les 2 héros sont d'une part le lieutenant Duncan McCorquodale, qui est affecté dans le désert de Cyrénaïque et d'Égypte à une unité prestigieuse puisqu'il est affecté au SAS, Special Air Service, avec pour mission de découvrir
qui est le traître qui renseigne l'Africa Corps sur les mouvements des troupes britanniques d'une part et d'autre part des troupes françaises qui sont affectées dans cette région contre l'Africa Corps. C'est la première intrigue. À l'occasion de cette mission, le lieutenant Duncan croise des personnages de légende dont il nous permet de faire la connaissance. David Stirling, le fondateur, le créateur des SAS, des commandos extrêmement mobiles, ayant pour mission de déstabiliser, de fragmenter les lignes de communication allemandes dans le désert de Libye, en Cyrénaïque. Ensuite, l'aspirant André Zirnheld, qui est le compositeur de la célèbre prière du parachutiste. Et enfin, le chef de corps de la 13e DBLE, la demi-brigade de Légion étrangère, le lieutenant-colonel Dimitri Amilakvari, donc qui est un prince géorgien. Voilà, notre héros rencontre ces personnalités, ces personnages d'histoire et réussira à démasquer le traître. Parallèlement, Déborah, avec qui il a suivi sa formation en Écosse dans le premier épisode, Opération Asgard, elle est affectée à une mission dont on s'interroge sur le bien fondé, puisqu'il lui est demandé d'infiltrer, de se faire prisonnière dans un camp de concentration en Allemagne. Voilà, puisque les Anglais souhaitent par ce biais savoir ce qui se passe dans ce camp de concentration. Voilà, elle en sortira brisée, révoltée, je la cite, « Nos employeurs m'ont utilisé d'une manière que je trouve révoltante ». Voilà, l'intrigue est comme dans les 2 premiers épisodes, les 2 premiers volumes, tout à fait intéressante. Et puis je crois qu'elle présente l'avantage aussi de ne pas sombrer dans un romantisme de mauvais aloi. Voilà, la mission qui est confiée à Déborah n'apparaît effectivement pas comme obligatoirement très justifiée. Et puis au début de cet épisode, un vieux sous-officier, un vieil officier confie au jeune Duncan, je le cite, « C'est injuste, mais la vie est injuste ». Voilà, je crois que c'est un ouvrage qui intéressera les jeunes et les moins jeunes sur les difficultés de la guerre, les difficultés du renseignement, mais aussi la nécessité de ne pas idéaliser la vie que nous menons ici-bas. Deuxième ouvrage qui m'a passionné dans un tout autre domaine, Les 2 Occidents de Mathieu Bock-Côté. Donc Mathieu Bock-Côté est chroniqueur sur CNews, en particulier dans l'émission de Christine Kelly. Il est également collaborateur régulier du Figaro, dans lequel il a une chronique le samedi matin. Et quels sont ces 2 Occidents dont il traite ? Il dit qu'en fait, depuis 1989, donc la chute du mur de Berlin, l'Occident est partagé entre 2 forces antagonistes et irréconciliables. Ce qu'il appelle les forces de l'enracinement et des libertés, et puis celles de la désincarnation et de l'égalitarisme démocratique. Très schématiquement, pour lui, il y a le président Donald Trump, qui est l'incarnation peut-être la plus fantasque de cet enracinement d'une partie de l'Occident, et puis lui faisant face, l'Union européenne, qui est d'abord et avant tout une construction idéologique, bien loin des aspirations des peuples. Voilà. Il développe cette thèse en s'appuyant en particulier beaucoup sur les événements autour de la crise du Covid. Il nous montre comment on est passé d'une société de liberté à une société d'autorisation. Et ceci avec un battage médiatique dont nous vivons également d'autres conséquences aujourd'hui autour de la guerre en Ukraine d'une part, autour du réchauffement climatique d'autre part. Il cite un texte tout à fait intéressant de Marie-Estelle Dupont à partir de ce conditionnement des foules, je le cite, « La tête bien enfoncée dans le sable, certains d'entre nous auraient couru s'acheter un poulpe si on leur avait dit que le port d'un poulpe au sommet du crâne protégeait de la contamination. » Enfin, en conclusion, notre auteur observe 2 choses, que si le XXe siècle fut celui du déclin de l'Occident, le début du XXIe semble marqué par un sursaut général de ces peuples d'Occident qui se découvrent dépossédés de leurs racines, de leur histoire,
de leurs mœurs, démographiquement submergés par des populations étrangères à leur culture et à leur civilisation. Et enfin, Mathieu Bock-Côté observe que ce sursaut des peuples ne pourra faire l'impasse sur la question religieuse, puisqu'il n'y a pas de culturel sans cultuel, et il n'y a pas également de civilisation sans référence à une anthropologie, qui en particulier pour la civilisation occidentale, fait référence au christianisme. Voilà. En conclusion, un essai très riche, brillant et iconoclaste, destiné à ceux qui ne se résignent pas à assister en spectateurs passifs à la mort de l'Occident qui fut chrétien et qui ne peut espérer survivre qu'en renouant avec ce qui fit sa grandeur et qui fut à l'origine de son rayonnement. Donc je vous rappelle, Mathieu Bock-Côté, Les deux Occidents, aux Presses de la Cité.